Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business. 3 employees and 2 work trucks. Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most. They sure are. With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates. Shockingly low, huh? Just a little bit of electrician humour. Do you get it? I got it. You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur l'UAE Tour, le Tour des Émirats Arabes Unis, la deuxième course par étape pour le Tour de la saison après celle en Australie, le Tour Down Under. Aujourd'hui on se rapproche un petit peu de l'Europe, tranquillement, on est aux Émirats Arabes Unis pour un tour qui s'annonce très intéressant parce qu'il y a du beau monde. Alors on n'a pas Tadej Pogačar, le tenant du titre qui s'était imposé l'an passé et qui est d'ailleurs triple vainqueur de cette compétition. On n'a pas non plus Jonas Vingegaard qui devait être là mais qui finalement a dû renoncer pour cause de maladie. Mais on a d'autres grands noms. On a Remco Evenepoel, on a Isaac Del Toro qui se posent comme les deux principaux favoris de ce tour. Mais on a aussi des bons outsiders. On a Derek G qu'il faut désormais appeler Derek G West depuis son mariage. On a Félix Gall, on a Tobias Allan, Johan Hansen, deux coureurs qui étaient 5 et 6e du dernier Tour de France. On a Antonio Tiberi, on a Ben O'Connor et Luc Plaque pour la Giacomo Alula. On a Sergio Higuita et Harold Terrada, les deux Colombiens de l'XDI Astana. On a encore David Gaudu, Michael Storer ou Mathis Rondel pour la Tudor. Et puis on a aussi des anciens vainqueurs. Alors Remco Evenepoel, lui, est ancien vainqueur, il est là. Mais on a aussi Adam Yates, qui devrait toutefois être là seulement pour travailler pour Del Toro. On a aussi Lennart Van Endelt, vainqueur il y a 2 ans, le coureur de la Lotto Intermarché, mais qui n'est plus vraiment au niveau depuis cette victoire. Donc il y a du monde pour se batailler pour le classement général parce que ça va se jouer entre grimpeurs, même si la plupart des étapes sont plates. Il y aura 2 étapes décisives, en plus d'un chrono lors de la deuxième étape, mais qui est assez court. Ça sera l'étape 3 avec l'ascension finale du Djebel Mobra. C'est une ascension toute nouvelle sur ce Tour Down Under. Elle est terrible, terrible. Elle fait 8% de moyenne, mais en fait, elle est en 2 temps. Et le pire, c'est la dernière partie. On a 7 km à près de 12% de moyenne pour finir. Donc là, ça va faire très mal et ça sera seulement les purs grimpeurs qui pourront s'imposer et faire des différences et mettre en difficulté des grimpeurs un peu plus rouleurs. Et là, bien sûr, je pense à Remco. Pour lui, ça sera mieux la 6e étape et l'ascension habituelle du Djebel Lafitte. C'est 11 km à 7% de moyenne, une ascension là beaucoup plus roulante où il pourrait faire des différences. Ce sont donc les 2 étapes décisives. Sinon, on a 2 étapes toutes plates pour les sprinteurs. Ce sont la 5 et la 7. Et puis 2 étapes un petit peu plus indécises qui pourraient consacrer une échappée ou peut-être un puncher. C'est le cas aujourd'hui lors de cette première étape. Car il y a des petits murs à passer, des petites ascensions parfois à 7%, 1 km 600 à 7% à faire à 2 reprises, un autre mur de 600 mètres à 7%. Et puis une arrivée très difficile. Le dernier kilomètre et demi est à quasiment 5% de moyenne. Donc des sprinteurs, il y en a sur ce Tour Down Under, mais il faut être très costaud si on veut aller s'imposer aujourd'hui. Le sprinter star, c'est Jonathan Milan, qui est le grand favori pour les sprints, mais il aura du monde quand même face à lui, avec Sam Welsford, avec Ethan Vernon, avec Fabio Jacobsen, Juan Sebastian Molano, Matteo Malucelli, qui l'a récemment battu sur la Lula Tour, le coureur d'Astana. Puis on a encore des autres petits sprinteurs, Gerben Tiersen, Madis Mikkels pour l'IF, Erlen Blikra pour l'UNOX, ou encore Alberto Dainese ou Casper Van Hunden. Il y en a des sprinteurs aujourd'hui, mais est-ce qu'ils seront tous là dans le final? C'est pas sûr, car il faudrait être très costaud pour s'imposer sur cette première étape de l'UAE Tour et endosser ainsi le maillot de leader. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti pour cette première étape de l'UAE Tour, le kilomètre 0. Les fauves sont lâchés
sous le soleil évidemment des Émirats Arabes Unis. C'est parti pour 142 km. Avec donc la question du jour, aura-t-on un sprint ou non? Et quels seront encore les sprinteurs qui seront là pour se disputer la victoire dans le final? Pour l'instant, pas d'attaque dans ces premiers kilomètres, ces premiers mètres. Un peloton qui roule, groupé. On va voir quels seront les coureurs intéressés pour aller à l'avant, sachant que, comme d'habitude, sur le Tour des Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de classement de la montagne, pas de points de la montagne à aller chercher, jamais, sur aucune étape. Par contre, il y a un autre maillot à aller chercher, c'est celui des sprints intermédiaires. C'est un classement annexe qui n'existe que sur les tours de ce type, ceux qui sont très peu montagneux, et qui récompense celui qui passera en tête un petit peu de tous les sprints intermédiaires. C'est un petit peu la récompense du plus combatif. Aujourd'hui, il y en a 2 des sprints intermédiaires. Le premier au kilomètre 55, le second au kilomètre 115. Ce sont un petit peu les 2 seuls points d'intérêt du jour au final avant l'arrivée. Et pour l'instant, personne qui est intéressé pour aller à l'avant, puisqu'il n'y a pas d'attaque dans ce début de course. Il faudra attendre 10 km là, pour avoir la première attaque. Et elle vient d'un coureur en solitaire qui tente de sortir. C'est Sylvain Dillier, le Suisse de l'Alpecin Première Tech, qui est sorti. Alors Sylvain Dillier, on a plus l'habitude de le voir en tête du peloton à la poursuite des échappés, à travailler pour Jasper Philipsen ou Mathieu Van Der Poel, mais comme aucun des deux n'est là, et que les sprinteurs du côté de l'Alpecin se nomment Gerben Tiersen et Simon Dehers, à savoir pas des grands favoris, mais plutôt des surprises s'ils venaient à s'imposer, il n'a pas à travailler dans le peloton et du coup, il peut se permettre d'aller en échapper. Et là, le Suisse, Sylvain Dillier, il est parti tout seul, mais pour l'instant, personne qui le suit. Suite à son attaque, on va voir si d'autres vont aller le rejoindre, parce qu'on sait que c'est un très bon rouleur. Donc c'est intéressant d'être dans une échappée avec Sylvain Dillier, qui est donc le premier attaquant de cette UAE Tour, qui vient de sortir, mais qui pour l'instant n'est accompagné par personne. Ah là là, il n'y a pas de chance là pour Sylvain Dillier. Déjà qu'il est tout seul, parce que personne n'est venu finalement avec lui à l'avant. Là, il a un problème, il a crevé de l'arrière. Il doit changer de roue. Il va perdre un petit peu de temps alors qu'il avait commencé à bien creuser l'écart. Il avait 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Tout seul, Sylvain Dillier. Ça fait déjà une vingtaine de kilomètres qu'il est parti. Il a creusé l'écart et donc ensuite il a crevé la roue. Il a dû changer, ça y est, il est reparti. Il a bien perdu peut-être 30 secondes dans cette affaire. Il n'avait pas besoin de ça pour ne pas y croire, parce qu'évidemment, tout seul face à un peloton, même si on est Sylvain Dillier, c'est très compliqué. Pour l'instant, on n'a pas commencé à attaquer les petits reliefs qu'il y aura aujourd'hui. On n'a même pas fait le moindre virage. Pour l'instant, on est sur une ligne droite. Depuis 40 km qu'on est parti. Une ligne droite, une autoroute à travers le désert. Avec évidemment, comme d'habitude aux Émirats Arabes Unis, la foule des grands jours au bord de la route. Je n'ai pas vu une seule personne pour l'instant qui encourage les coureurs. C'est pas non plus les endroits les plus passionnants où être évidemment le long de cette grande autoroute, mais de toute façon il n'y a jamais personne sur les bords de la route aux Émirats Arabes Unis. Sylvain Dillier n'a personne pour l'encourager, il est tout seul devant, il vient de crever, il est reparti. Le peloton qui pour l'instant reste bloqué derrière. Alors c'est vrai que il y a quasiment pas de petite équipe sur ce Tour UAE. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de coureurs intéressés pour être à l'avant de les échapper. On a les 18 équipes pour le Tour, plus 3 équipes Pro Tour invitées. Mais bon, la Tudor et la Pinarello Q36.5, c'est évidemment très loin d'être des petites équipes. La seule équipe que l'on pourrait voir à l'avant, qu'on devrait même, qu'on aurait dû voir à l'avant, c'est assez décevant de ne pas les voir, c'est la Modern Adventure Pro Cycling, une équipe américaine pas très connue. Et donc, l'occasion de se faire connaître, c'est là, c'est en envoyant des coureurs dans les échappées, parce que c'est pas des victoires d'étape ou le classement général où ils vont se montrer. Donc c'est décevant là de voir aucun de ces coureurs avoir tenté de rejoindre Sylvain Dillier pour cette jeune équipe américaine. On est à 103 km de l'arrivée et voilà l'écart actualisé suite à la crevaison de Sylvain Dillier, 1 minute et 48 secondes. Ouais, c'est ça, il a perdu une trentaine de secondes suite à cet incident. Mais bon, comme le peloton ne le poursuit pas, il va pouvoir faire remonter peut-être cet écart de nouveau au-dessus des 2 minutes. On va voir jusqu'où il va tenir. 90 km de l'arrivée et on va arriver au premier sprint intermédiaire où il n'y a pas de seconde à prendre. Il n'y a vraiment que des points pour ce classement. Des sprints intermédiaires, 8, 5, 3 et 1 point à prendre. Alors les 8 points, ça sera pour Sylvain Dillier qui est toujours seul en tête avec 1 minute et 45 secondes d'avance sur le peloton. Est-ce que des coureurs dans le peloton vont s'amuser à aller sprinter pour aller chercher ces points? J'y crois peu. J'y crois vraiment peu, on va voir ça, mais quand on est dans l'échappée, c'est normal de se battre pour aller remporter ce sprint. Voilà, Sylvain Dillier qui passe et qui prend 8 points. On va voir ce que fait le peloton dans 1 minute 40, mais à mon avis, ça seront ceux qui mènent le peloton qui prendront les petits points de ce classement annexe
qui en général n'intéressent pas grand monde, seulement les coureurs des petites équipes. Mais comme des petites équipes, il n'y en a pas, enfin il n'y en a qu'une, mais qu'elle ne s'est pas présentée dans l'échappée du jour, on ne devrait pas s'en soucier. Avec le peloton qui va arriver à son tour, il est mené par plein d'équipes différentes. Pour l'instant, on est toujours plutôt en bloc, étalé sur toute la longue largeur de la route. C'est pas une équipe qui mène le peloton, c'est vraiment 7-8 équipes différentes qui passent à l'instant sur la ligne et personne ne s'est battu, ne s'est montré. Donc très compliqué de savoir qui est passé premier, qui est passé deuxième parce que c'était au moins 10 coureurs côte à côte qui sont passés en même temps sur la ligne. 88 km de l'arrivée, 1 minute 30 d'avance pour Sylvain Dillier sur un peloton qui accélère légèrement et tiens, un virage. Waouh, c'est le premier virage que je vois, ça m'a fait peur. Premier virage et on va rentrer dans une partie de course un petit peu moins plate. Désormais, on va avoir les petites premières ascensions. Elles sont toujours très courtes, pas toujours très pentues, mais ça a fatigué les organismes et peut-être que d'autres coureurs vont tenter désormais des choses dans cette nouvelle partie de course qui s'annonce. On va quand même faire un petit peu Sylvain Dillier du coup, puisque c'est le seul qui a eu le courage d'être à l'avant dès le début. Le Suisse de l'Alpecin, ancien coureur de la BMC Racing Team ou de la G2R La Mondiale. Ça fait quand même 6 ans qu'il est du côté de l'Alpecin, qui s'appelle désormais l'Alpecin Première Tech et non plus l'Alpecin de Koenig. 35 ans, Sylvain Dillier, et quand même 8 victoires dans sa carrière pour ce coureur qui a très rarement sa chance et qui est plus un domestique, un équipier, dont une victoire en World Tour. Il a remporté une étape du Giro en 2017. C'était sans surprise évidemment une échappée qui était allée au bout. Il avait devancé Jasper Stuyven dans un sprint à 2 pour aller chercher cette victoire, Sylvain Dillier. Par contre, toutes ces victoires, c'était quand même il y a longtemps. La dernière de sa carrière, c'était en 2021. Les championnats de Suisse, la course en ligne. Et auparavant, l'avant-dernière, c'était en 2018. Donc voilà, une seule victoire lors des 8 dernières années pour Sylvain Dillier, qui, en gros, depuis qu'il a rejoint l'Alpecin, ne gagne plus. Mais il n'est pas là pour ça. Dans cette équipe, il y a un seul objectif, c'est faire en sorte que Van der Poel et Philipsen gagnent le plus de courses possible. Et tous les autres ne sont que des équipiers qui sont là pour travailler pour eux. Mais quand ils ne sont pas là comme aujourd'hui, on a un petit peu une opportunité pour Sylvain Dillier, dont c'est la course de reprise. En 2026, il n'avait pas encore couru cette saison. Lui qui a participé à 11 grands tours dans sa carrière et à 25 monuments. Évidemment, très expérimenté, ce coureur de 35 ans. Une victoire d'étape, on l'a dit. Sur un grand tour, c'était sur le Giro. Et du côté des monuments, il a quand même fait deuxième de Paris-Roubaix en 2018, quand il était au sommet de sa gloire. Deuxième de Paris-Roubaix 2018, il terminait juste derrière Peter Sagan, dans le même temps que Peter Sagan, alors que le troisième, Niki Terpstra, lui, terminait quasiment à la minute. Il n'est pas passé loin d'un succès incroyable, Sylvain Dillier, mais il avait été devancé par le Slovaque. Et le temps que je dise tout ça, il a perdu quasiment une minute. Il a plus que 46 secondes d'avance sur le peloton qui a clairement accéléré désormais. Ou alors c'est Sylvain Dillier qui a aussi un petit peu baissé le pied. Mais là, avec les premiers reliefs entre guillemets qui approchent, le peloton tente de placer ses leaders à l'avant. Et du coup, ça accélère. Et ça fait grandement diminuer l'écart avec l'homme de tête. Seul le Suisse Sylvain Dillier. Et attention la chute là, la première chute du jour. Dans un rond-point, qu'est-ce qui s'est passé ? Tiens, on voit plein de coureurs de cette équipe là, de la Moderna Adventure, qui sont sur le carreau. Ils sont tous debout là. On a 3 coureurs de la Moderna Adventure qui sont retardés, qui repartent maintenant. Bon, ça va. Si on est tombé, je pense, sur le sable, qui est vraiment affleurant à la route là. Et du coup, c'est un peu abrasif, mais quand même, on se casse rien. Voilà, tout le monde est reparti. On va revoir là, au ralenti un petit peu ce qui s'est passé dans ce rond-point. Ah oui, en fait, dans ce rond-point, le coureur qui menait le peloton, qui était de la Modern Adventure Pro Cycling, est tombé. Et c'était vraiment le premier coureur en tête du peloton. Et du coup, c'était les coureurs de la Tudor, je crois, qui étaient juste à côté de lui. Ils ont été obligés de faire un gros écart et de passer par le sable. Et quelques autres coureurs qui se sont retrouvés dans le sable sont aussi tombés, notamment le coureur de la Uno X qui fait une belle chute, mais dans le sable, donc ça va. Mais ouais, c'est un coureur de cette petite équipe qui est tombé. Byron Munton, le Sud-Africain qui menait ce peloton. Et du coup, pour éviter la chute, plein de coureurs sont allés dans le sable. Ça donne l'impression d'une grande chute générale, mais en fait, ça va plutôt pour tout le monde. Pas trop de bobos, même si Munton, lui, a dû se faire mal parce qu'il a quand même bien glissé sur le bitume brûlant. Ça a dû le réveiller, alors que là, on a une information à cause des vents. Décidément, alors, déjà en Europe, on annule des courses à cause du vent. C'est pareil aux Émirats Arabes Unis.
La course est réduite d'une trentaine de kilomètres. Ah ouais, d'accord. Ah bah là, c'est vraiment à l'instant là, qu'on apprend ça. Et du coup, on est déjà à 50 km de l'arrivée. D'un seul coup, on passe à 50 km de l'arrivée. Ah, c'est dommage pour Sylvain Dillier là, qu'il n'ait pas beaucoup d'avance, seulement 55 secondes. Parce que ce changement de distance aurait pu lui profiter. Je pense qu'on va peut-être l'arrivée 118 km. Ils disent que fait l'étape et 118 km. Il me semble bien que c'est le sprint intermédiaire numéro 2 qui était planifié au sommet d'une petite ascension. Et c'est là que va se jouer la victoire. Pourtant, j'ai pas l'impression que... Je regarde le sable là, je vois pas des volutes de sable volé. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de vent que ça. Malgré tout, les organisateurs ont décidé de ne pas prendre de risque et de raccourcir cette étape. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les sprinteurs qui auront donc moins d'ascension à faire, qui seront plus frais dans le final et qui auront plus de facilité donc à être là pour participer à un sprint probablement massif. This episode is brought to you by Nespresso. Introducing Virtuo Up, the latest in a long line of innovation from Nespresso. It's innovation you can touch, sense, and taste in every single cup. With a 3-second start, easy open lever, and dedicated brew over ice button, it's even easier to enjoy your coffee your way. Sip for yourself. Shop Virtuo Up exclusively at Nespresso.com. Allez, ce sera bien chauffé les jambes, Sylvain Dillier. C'est un bon travail pour lui pour sa course de reprise. On va le revoir souvent cette saison, mais en tête du peloton. Mais là, cette fois-ci, c'est lui qui est victime du peloton. Il va être repris à l'instant, à 29 km de l'arrivée. Fin de l'aventure pour le seul coureur qui était à l'avant et surtout le seul qui a tenté d'être à l'avant. C'est vraiment le seul qui a mis une attaque. Il a passé un peu de temps devant, mais c'était bien sûr trop compliqué tout seul de pouvoir espérer quelque chose. Il est repris aux 29 km de l'arrivée, donc, et puis 3 km du sprint intermédiaire, parce qu'en fait, c'est pas au sprint intermédiaire que sera jugée la victoire finalement. Le parcours modifié, mais l'arrivée qui restera la même au sommet de ce kilomètre et demi là, à 5% de moyenne. Et en fait, on a coupé au milieu. On a fait, il y a une boucle qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait. Et du coup, le final sera identique à celui prévu, ça c'est pas mal. Et le sprint intermédiaire numéro 2 aura bien lieu, sauf que vu qu'il n'y a plus d'échappée et que le peloton ne s'est pas soucié du premier, il n'y a pas de raison qu'il se soucie du second non plus. Là, c'est des flops complets, ces sprints intermédiaires. Ce petit maillot distinctif quand même, hein, aller chercher sur une course par étapes pour le tour, c'est pas rien, mais non, tout le monde s'en fout, clairement. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent sur ce deuxième sprint intermédiaire, alors que le peloton est donc désormais complet. Aucune attaque, aucune tentative d'accélération dans les passages un petit peu plus pentus. Il faut dire que, bien que ce soit un peu en montée, c'est une route tellement grande, tellement large. Et en plus, avec le vent qui balaye quand même, c'est compliqué de faire des attaques ou d'espérer lâcher qui que ce soit. Donc pour l'instant, le peloton est complètement groupé. Non, je me suis trompé, il va y avoir bataille là pour le sprint intermédiaire. Je ne m'attendais pas, avec Jonathan Milan notamment qui fait le sprint avec un coureur de la Visma, et c'est Milan. C'est Milan qui remporte ce sprint intermédiaire. Alors, il faut dire que sur ce deuxième sprint intermédiaire, il y a par contre là des secondes à prendre. 3, 2 et 1. Donc, il y en aura 3 pour Milan. Ça, c'est sûr. C'est lui qui passe en tête. Il reste à voir qui seront les 2 et 3. Il me semble bien que c'est ce coureur de la Visma. Je n'ai pas vu qui c'était qui vient prendre la deuxième place. Ils l'ont fait, ce deuxième sprint intermédiaire. C'est donc pas complètement un flop, comme je venais de dire. Le fait qu'il y ait des secondes à prendre, ça a forcément attiré des appétits. Peut-être aussi, ça aurait pu, pour les coureurs du classement général, pour Del Toro et Evenepoel, mais c'est bien Milan, le sprinter, qui s'est chauffé les jambes là et qui a l'air en forme. Et le peloton qui est désormais très tranquille. Maintenant qu'il n'y a plus personne à l'avant, on reste ensemble, on se méfie du vent, on ne tente pas de coups de bordure. Tout le monde veut amener son sprinter là dans la petite, on va dire, le faux plat final où tout le monde devrait être là pour se disputer la victoire. Ah, et puis tiens, là on a les résultats donc, de ce sprint intermédiaire. C'était Ben Tullet pour la Visma Lease a Bike qui était là et qui prend donc la deuxième place et 2 secondes. Et puis Lennart Van Etvelt a lui aussi fait le sprint. Il prend la 3e place et 1 petite seconde. Alors que Luc Plapp a aussi tenté le coup et prend la 4e place. Mais lui, il n'aura pas de seconde. Il aura juste un petit point au classement des sprints intermédiaires. Bon, vu qu'il y a un chrono et puis surtout 2 très très dures ascensions, ça se jouera pas à la seconde, le 7 UAE Tour. Donc la petite seconde prise par Van Etvelt, c'est pas mal. Pour la confiance, on va dire. Mais ça sera certainement pas décisif pour le classement final. 8 km de l'arrivée. Et le rythme est d'une tranquillité assez impressionnante. On tournait à 25 km/h de moyenne là, depuis une dizaine de kilomètres, depuis qu'on a repris Sylvain Dillier. On va vraiment tranquille. Tout le monde s'économise avant le sprint final que tout le monde appelle de ses voeux a priori.
Il n'y aura aucune autre tentative jusqu'à l'arrivée. Et ensuite, ça sera au plus costaud entre les sprinteurs puissants et aussi les punchers qui peuvent avoir leur mot à dire aujourd'hui. Des coureurs comme Finn Fisher-Black, voire comme le leader Del Toro, pourraient tenter un coup s'ils le sentent parce que le final est quand même dur. À 5% de moyenne avec les derniers 200 mètres là à quasiment 7%. Donc c'est dur, mais par contre, c'est encore une fois une route très, 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 très large et on arrivera à pleine vitesse. Donc les sprinteurs seront aussi quand même là. Ils ne seront pas lâchés. Ça va être un sprint avec beaucoup de monde. Et attention, une course tranquille. Beaucoup de monde qui veulent gagner. Ça veut dire qu'il y aura des risques de chute, des coureurs qui vont frotter. Donc attention, il faut être vigilant. Ça va être très tendu. C'était très calme. Ça va très vite devenir très, très tendu pour ces derniers kilomètres. Allez, 4 km 700. C'est le moment pour les équipes de se mettre bien en place. On voit l'Ineos Grenadier là, très bien placé. On va rouler très certainement pour Ben Swift, pour l'Ineos. La Lidl Trek de Jonathan Milan aussi aux avant-postes. Quelques coureurs de la Movistar. Peut-être pour le puncher, Pablo Castrillo. Ou alors pour Albert Torres pour faire le sprint. La Decathlon est aussi là. On a Kesbol pour la Decathlon, notamment comme sprinter. La Team Emirates aussi bien placée. À la fois pour Molano, évidemment. Mais aussi pour Del Toro. La Red Bull va tenter avec Gerhard Driesners et Finn Fisher-Black aussi de participer au sprint tout en plaçant Remco Evenepoel du mieux possible. Voire Remco peut tenter aussi sur ce final assez difficile d'aller faire le sprint. Pourquoi pas. Il y a vraiment un grand nombre de coureurs qui peut espérer s'imposer aujourd'hui. Allez, on passe la ligne des 3 km. Donc déjà, on est à l'abri en cas de chute. On ne perdra pas de temps au classement général. Mais pour l'instant, c'est vrai que les routes sont très larges. Donc il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est l'avantage. Chaque équipe qui tente de se placer. La Picnic Postenel avec Casper Van Hunden et Fabio Jacobsen qui est plutôt au centre de la route. On a l'Ineos tout à droite, la Decathlon tout à gauche. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et pour l'instant, on est toujours sur du plat. On n'a pas attaqué le faux plat. Et à noter qu'il y aura un rond-point juste avant cette montée. Et donc là, il faudrait être bien placé. C'est d'ailleurs pour ça que ça y est. Là, on n'est plus à 25 km/h, on est à 50. Tout le monde veut placer son leader ou son sprinter de la meilleure manière possible. Allez, c'est au tour de la NSN là, de se montrer avec Ethan Vernon, qui est un très bon sprinter en montée. C'est peut-être un des grands favoris du jour, Ethan Vernon. Et la NSN là, qui jaillit à 1 km 600 de l'arrivée pour tenter de le replacer. Avec ce rond-point justement, voilà, 1 km 400 de l'arrivée. On prend ce rond-point. Ouais, c'est un très beau, très grand rond-point. La vache. Et le record, il est plus grand que celui de l'Arc de Triomphe. Et ensuite, ça va grimper directement. Alors la chute dans ce rond-point justement. On a Gerhard Driesners, on a Jonathan Milan. Jonathan Milan qui est pris, il y a Michael Storer aussi. Mais Milan est tombé, donc ça ne sera pas pour lui aujourd'hui, c'est clair et net. Il est tombé. Ah bah voilà, ce rond-point, il avait beau être grand, il avait beau être large, c'était dangereux, il y avait des risques. Milan a été pris. Et Milan, c'est le seul qui ne se relève pas en plus. On a Jonas Gins pour la Pessine Première Tech, on avait Mikoutis pour la Tudor, en plus de Michael Storer. Mais Milan ne se relève pas, il ne sera pas là pour le sprint. Allez, 800 mètres de l'arrivée pour l'instant à l'avant, c'est l'Ineos qui a repris les choses en main avec Ben Swift et Sam Welsford, lequel des deux va faire le sprint. On a une belle équipe avec Connor Swift en plus pour mener tout le monde. L'Ineos, c'est pas mal. C'est Ben Swift qui mène Sam Welsford. C'est donc Welsford qui va faire le sprint. Mais on est encore loin de l'arrivée. 500 mètres et ça monte, donc il faut être très costaud. Ah tiens, la Groupama FDJ qui tente un coup aussi de l'autre côté avec Axel Hunz qui peut-être lance Lewis Bauer. Mais pour l'instant, le coureur de la Groupama FDJ qui s'est isolé. Axel Hunz, le français. Et attention, il a 20 mètres d'avance sur tout le monde. Et il est... Ah mais c'est Isaac Del Toro qui jaillit. Oh, Isaac Del Toro qui jaillit de manière extrêmement puissante pour rattraper le français. Del Toro pour l'instant seul en tête, il a surpris tout le monde. Del Toro qui a fait un petit écart. On a derrière un coureur de l'Alpecin Première Tech, mais il y a au moins 20 mètres. C'est encore loin, c'est dur ce finish. Mais il est tellement puissant. Il est en train de creuser encore 100 mètres pour Isaac Del Toro. Un coureur de la Decathlon qui est en train de revenir dans sa roue. Mais pour l'instant, Isaac Del Toro qui tient. Le coureur de la Decathlon qui revient, mais c'est avec Del Toro. Del Toro qui s'impose d'entrée sur cette première étape, qui va prendre le maillot de leader, qui va prendre 10 secondes de bonification par rapport à Remco Evenepoel. Oh, il a lancé de très loin. Axel Hunz d'abord pour la Groupama FDJ avait lancé d'encore plus loin. Il avait 30 mètres d'avance et Del Toro d'un seul coup a fait un énorme punch. Voilà, un énorme punch, il n'y a pas d'autre mot. Pour rattraper Hunz, le dépasser. Mais derrière, il y avait encore 150 mètres à faire. Et il a eu du mal. Il avait là aussi 30 mètres et petit à petit ça revenait.
Et c'était Kesbol pour la Décathlon CMA CGM qui revenait très fort et qui a bien failli le sauter sur la ligne. Il va être déçu, le Hollandais. Lui qui n'a plus gagné depuis 2022, le sprinter, il était pas loin de remporter une superbe victoire. Il revenait. Mais il finit même pas une demi-roue. Derrière Del Toro, il a failli le dépasser sur la fin. On avait aussi Antonio Tiberi qui était là dans le coup et qui vient prendre la 3e place pour la Bahreïn Victorieuse. Voilà, il y avait tout le monde qui pouvait s'imposer. Les sprinters comme Kesbol, les punchers comme Del Toro ou les grimpeurs comme Tiberi. Là, on revoit l'attaque de Del Toro. Au moment où il reprend Axel Wentz et il creuse. Au début de son accélération, il creuse. Et Kesbol, il est tout seul. Il n'a plus personne pour l'amener alors que Tiberi, il avait un équipier qui a tenté de le lancer. Il y a un coureur de l'Astana, c'est Malucelli qui est bien placé dans la roue de Kesbol mais qui lâche. Et il n'y a que Kesbol qui parvient petit à petit à revenir. Et Del Toro, il jette un coup d'heure derrière. Il voit que Kesbol est en train de revenir. Et il parvient, alors qu'il s'était rassis, à se relever, à remettre une dernière accélération pour empêcher le retour de Kesbol. Par contre, derrière, il y a un trou. Il y a au moins 5 mètres entre Del Toro et Bol. Et le 3e, Antonio Tiberi. Il a vraiment fait un super sprint, Kesbol, la Décathlon, qui est en super forme depuis ce début de saison avec ses recrues, avec Lund Andresen, Richitello aussi qui a gagné l'étape. Eh bien, on a fait y avoir une autre recrue qui s'impose, Kesbol. Mais il termine juste derrière Isaac Del Toro qui vient prendre 10 secondes, qui vient remporter surtout une belle victoire d'étape. 10 secondes au classement général. Est-ce que ça sera décisif sur la fin ? C'est pas sûr, mais c'est mieux de les avoir pour que les avoir contre. Il a senti une opportunité. Il a dû voir que ce serait trop dur pour Molano. Il s'est dit j'y vais en suivant d'abord le mouvement du français Axel Wentz. Et ensuite en résistant au retour de Kesbol. La victoire pour le Mexicain de l'inévitable Team Emirates. Ici à domicile aux Émirats Arabes Unis. La victoire d'étape, le maillot de leader pour Del Toro. Première course de la saison et première victoire pour Isaac Del Toro. Si on se demandait à quel point il allait être préparé, en forme pour sa reprise, il n'y a plus de doute. Il est en forme et il s'impose. C'est déjà la 22e victoire de sa carrière. Pour celui qui n'a que 22 ans, ce n'est que sa 3e saison professionnelle. 22 victoires, mais seulement 3 en World Tour, en comptant celle d'aujourd'hui sur l'UAE Tour. Il avait aussi remporté une étape sur le Tour Down Under en 2024 pour sa toute première course professionnelle. Et puis aussi une étape sur le Giro l'an passé. Un Giro qu'il aurait pu remporter avec un petit peu plus de jugeote technique. On va voir s'il sera un petit peu plus mature sur cette UAE Tour et s'il va réussir à garder ce maillot de leader jusqu'au bout. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas au sommet d'une montagne. C'était un faux plat montant qu'il s'est imposé devant Kesbol, le Hollandais de la Décathlon, auteur d'un très bon sprint, et Antonio Tiberi, 3e. Le top 10 complété par Matteo Malucelli et Alessandro Romele, les 2 Italiens de l'XDX Astana Team. Ilan Van Wilder fait 6e. Riley Pickrell pour la Modern Adventure Pro Cycling vient chercher un top 10 en terminant 7e. Lennart Van Etvelt 8e. Ethan Vernon 9e. Et Tobias Alland Johannesen 10e. On a donc un joli mix à la fois de sprinters et de leaders du classement général dans ce top 10. Remco Evenepoel, lui, a pris la 20e place dans le même temps que Del Toro d'ailleurs. Tout le monde est classé dans le même temps, même s'il y a eu pas mal de cassures sur la fin. Pas de différence au classement général non plus. Donc pour ceux qui sont tombés, qui se sont fait mal, comme Jonathan Milan, qui termine 144e, avant-dernier. Il a terminé à plus de 7 minutes du vainqueur du jour, le temps de se relever, de repartir. Mais il finit finalement dans le même temps, tout comme Jarrad Driesners, dernier du jour à la 145e. Les autres coureurs qui sont tombés, Michael Storer notamment, ou Alberto Dainese, qui faisait aussi partie des victimes, ont tous fini. Il y a un seul coureur qui a abandonné, mais en fait, lui, il n'avait pas commencé. C'était Martin Urianstad, le Norvégien de l'Uno-X, celui qui avait terminé meilleur grimpeur, on s'en souvient, du Tour Down Under. Il n'a pas pris part à cette course. Il est non partant. Il était malade, Martin Urianstad, et il ne fera donc pas le Tour UAE. Au classement général, Isaac Del Toro, leader, avec 4 secondes d'avance devant Chesbol et 6 devant Antonio Tiberi au petit jeu des bonifications. Et puis Jonathan Milan, Ben Tullet et Lennart Van Etvelt, qui ont pris des secondes de bonif au sprint intermédiaire, sont eux 4, 5 et 6e. Del Toro prend aussi la tête du classement par points, alors que c'est Jonathan Milan qui est pour l'instant en tête du classement des sprints intermédiaires. Il a le même nombre de points que Sylvain Dillier, mais comme il est passé en tête du dernier sprint intermédiaire, c'est lui qui portera le maillot noir de leader de ces sprints intermédiaires demain. Et puis au classement du meilleur jeune, évidemment, Isaac Del Toro, 22 ans, est aussi le meilleur jeune de cette UAE Tour. Demain, par contre, voilà, il a 10 secondes d'avance sur tout le monde et sur Remco Evenepoel. Est-ce que ça sera suffisant pour garder son maillot de leader ? C'est pas sûr parce que c'est un chrono demain, mais c'est un chrono court, seulement 12 km, absolument plat. Del Toro, il est pas mauvais en chrono.
Remco Evenepoel est évidemment meilleur, mais est-ce que sur 12 km, Evenepoel pourra reprendre 10 secondes à Del Toro? C'est possible, mais pas sûr. Et puis pour la victoire d'étape, certes, Remco est le favori, mais attention, il y a quand même d'autres très bons coureurs de chrono, et notamment Joshua Tarling, le Britannique, qui sera là, plus quelques outsiders, type Dan Houle ou Ethan Hayter. Ça sera la deuxième étape de cette UAE Tour, déjà menée par Del Toro, et on verra si Remco va être capable de lui reprendre la tunique rouge de leader demain. Salut à tous, salut à toutes. Where's your playlist taking you? Down the highway? To the mountains? Or just into daydream mode while you're stuck in traffic? With over 4,000 hotels worldwide, Best Western is there to help you make the most of your getaway, wherever that is. Because the only thing better than a great playlist is a great trip. Life's the trip. Make the most of it at Best Western. Book direct and save at bestwestern.com.